Coucou tout le monde, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de podcast. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir le docteur Monsieur Stanley Volant, qui est en fait le premier chirurgien autochtone au Canada. Alors, il est venu rencontrer les élèves de l'école à Miquish. Ce sont les intervenantes et animatrices Josée Grandbois et June Anchinapeo qui ont organisé cette visite de M. Volant et son équipe. Donc, M. Volant est venu s'adresser aux jeunes lors d'une conférence et le lendemain, il allait marcher avec une partie des jeunes. Pour cet épisode spécial, ce sont Josée et June qui ont été les animatrices principales avec l'aide de Samuel. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour, Oui, bienvenue. Puis, premièrement, moi, je veux dire que c'est vraiment un honneur pour moi. Moi, je t'ai vu à plusieurs conférences déjà dans le passé. Puis, c'est vraiment un honneur, même si je suis autochtone, je trouve que tu es vraiment une source d'inspiration pour tous les élèves, pour tous les Anishinabés, et peu importe leur culture. Donc, on est vraiment content de vous accueillir des années plus tard au Lac-Simon parce que notre nouvelle génération qui est ici présente ne vous connaît pas. Alors là, ils ont écouté votre conférence qui vient d'avoir lieu, puis j'aurais une première question. Tu sais, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à poursuivre ce rêve-là, puis à faire la marche encore des années plus tard? j'ai fait un rêve quand j'étais à Compostelle en 2007 suite à ma dépression. Puis c'est là que j'ai rêvé que je marcherais sur le territoire de mes ancêtres. J'ai commencé à marcher en 2010 jusqu'en 2016. Puis en 2016, quand j'ai fini mes 6000 km, plusieurs chefs des Premières Nations ont dit: Ah, ce serait le fun que tu reviennes à notre communauté. Ce serait le fun que tu visites notre communauté parce que tu n'as pas eu le temps de le faire dans tes 6000 km. Fait que j'ai été un peu forcé et moi aussi, je le sentais, ce besoin-là de partager. Et je pense que en communication, la répétition de messages, c'est ça qu'on se rappelle. Quand on se fait répéter la même chose, crois en ton rêve, abandonne pas, on finit par se l'approprier puis de le croire. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a motivé à continuer à marcher. Puis aussi pour moi, parce que ça m'aide à me guérir, parce que j'ai été blessé dans ma vie. Je porte des profondes blessures dans ma vie, de mon enfance, de mes parents, le racisme que j'ai vécu dans ma vie. Puis marcher comme ça me redonne le pouvoir de guérir. C'est un chemin de guérison. Donc, c'est Meninion Mikena. Meninion, c'est en Innu, c'est de se sentir mieux, de guérir. OK. On a la douleur physique parce que c'est douloureux marcher. Tu sais, puis t'as mal aux pieds, t'as mal aux genoux, t'as mal aux hanches, t'as faim, t'as soif. Tu luttes beaucoup, beaucoup contre ton corps. Et à un moment donné, tu tombes dans un état de méditation où tu penses à ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Moi, quand j'ai beaucoup de difficultés, je pense à nos Moshum, nos Kum. En fait, je les appelais nos Gawi, nos Dawi, mon papa et ma maman, qui sont Washkut, ils sont décédés. Puis je pense à ma maman aussi, Gawi, qui est morte à 50 ans, beaucoup trop jeune. Moi, j'étais à 59 ans. Puis pour qu'il me donne la force. Puis j'ai senti plusieurs fois qu'ils sont venus marcher avec moi. Puis je sens cette force-là. Puis je pense aux gens que je vais rencontrer, comment je peux leur transmettre ma force, mon énergie, pour qu'eux autres puissent se l'approprier puis qu'ils la donnent à d'autres personnes. Puis c'est ces réflexions-là que je me fais souvent quand je marche. Puis et de vivre ces moments-là intensément. Puis, donc, ça me ramène beaucoup, beaucoup à mes anciennes marches, à mes marches avec mes grands-parents en forêt. Tu sais, là, je me suis fait la réflexion hier. Je dis, mon chum, quand que j'étais jeune, il voulait que je devienne un avocat. Tu sais, il disait, va apprendre leur loi, leur science aux non-autochtones pour venir défendre notre pays qui nous a été volé. Puis, j'ai pas pu devenir un avocat parce que j'étais tellement gêné, là. Puis, j'avais de la misère à regarder une personne, puis j'avais de la misère à parler en public, là.
Puis j'ai failli au rêve de mon grand-père qui aurait voulu que je devienne un grand avocat. Mais ça va bien que j'étais gêné pour mourir. Là. Mais je suis devenu, aujourd'hui, avec ce que je fais, de rencontrer les jeunes, je le fais. Puis aussi, je suis reconnu dans le monde des Blancs, puis ils me respectent. Puis aussi, à travers ce respect-là, les Blancs, tranquillement, ils disent, oui, les Autochtones, ils ont leur place, puis ils ont leur voix. Puis et ça me fait plaisir de voir. Je suis sûr que mon grand-père, Nomochum, il me regarde et il dit, je suis fier de toi, Noris. Puis je vois mes grands-parents et ma mère doit être fière aussi de ce que je fais, puis de me voir aller. Puis donc la fierté de mes grands-parents m'aide à continuer, puis aussi la possibilité que je puisse donner ma lumière à d'autres personnes. Oui, J'ai fait Compostelle, je ne l'ai pas terminé. J'ai commencé en avril 2008. Je devais faire les 800 km de Compostelle. J'étais parti avec un sac à dos de 44 livres. Je voulais marcher 40 km et plus par jour. Puis j'avais juste 28 jours de congé. Ça se fait en 39-40 jours. J'ai marché tellement, j'ai fait tellement d'ampoules, j'ai fait une infection de la jambe, j'ai fait une fasciite nécrose, une fasciite dans la famille des mangeuses de chair. Donc, j'ai été hospitalisé pendant quelques jours à Léon, en Espagne. Et par la suite, les docteurs ils m'ont dit « No mas pellegrino », c'est-à-dire plus de pèlerinage. Mais j'ai continué à marcher 2 jours. Et ces 2 jours-là ont changé ma vie parce que là, j'ai fait mon rêve, que je rêvais que je marchais sur le territoire de mes ancêtres, sur le territoire des Premières Nations et que j'apprenais par les aînés le savoir traditionnel, la langue que j'avais perdue un peu. Puis quelqu'un m'a dit, Stanley, c'est un Français, il dit, je connais pas beaucoup les Autochtones, mais je sais que les rêves, les visions sont importantes pour vous. Puis le rêve que tu as fait, c'est pas un rêve, c'est une vision. Parce que c'était c'est comme si j'avais écouté la télévision en pleine nuit, c'était clair comme du 4 HD, là, tu sais, comme les images étaient claires. Puis il m'a dit, le chemin te donnera les réponses. J'ai dit, je pensais qu'il était fou, là. Tu sais, il est drogué, tu sais, un chemin qui parle, là. Hey, je suis chirurgien, là. Ça se parle pas, un chemin. Mais je peux te dire, 6000 km plus tard et d'autres centaines de kilomètres, le chemin me parle. Oui, le chemin m'a parlé. Puis, Compostelle, il me reste 200 km. Je m'étais dit, je vais compléter mes 6000 km avant de me permettre de finir Compostelle. Je retournerai peut-être l'année prochaine, dans 2 ans. Il me reste 200 km. Puis je vais en faire un peu plus parce que je vais me rendre jusqu'à la mer, jusqu'au Finistère, à la fin de la Terre. En fait, le symbole de Compostelle, c'est un coquillage. Hein? C'est la coquille Saint-Jean. C'est la coquille qui se trouve à la plage. Compostelle, c'est 100 km de la plage. Donc, pour vraiment faire le vrai Compostelle, il faut finir à la mer. Et c'est un pèlerinage. Et je peux vous dire ce que j'ai fait, les 6000 km. On n'a pas besoin d'aller à Compostelle pour avoir le même effet. Moi, je m'enrichis quand je marche dans la forêt ou même sur le bord de la route. La forêt me parle, puis ça me réénergise. Même si je suis super fatigué, même si je dors 3 heures par nuit, je reviens de mes expéditions, je suis comme réénergé. Sauf l'expédition de Kuujjuaq. Je ne sais pas trouver ça reposant. Je suis content de l'avoir fait, puis je pense que des gens ça leur a sauvé la vie, ça a changé la vie. Je suis allé à Matimekouche en fin de semaine. Le chef de Matimekouche m'a dit il y a 2 personnes qui étaient accompagnées durant l'expédition. Ils sont devenus des pilotes d'hélicoptères. Ils ont cru à leur rêve, puis tu leur as donné ce courage-là de finir parce qu'il y avait des hésitations. Maintenant, ils ont réalisé leur rêve, puis ils aident d'autres personnes à réaliser leur rêve. C'est ça, puis tu parles souvent, justement, dans tes conférences ou peu importe, de rêves, justement, de croire en ses rêves, puis les visions qu'on a aussi dans nos rêves. Fait que, tu sais, c'est important aussi, je pense, de dire à notre relève, aux jeunes, tu sais, justement, tu sais, que quand vous rêvez, d'être à l'affût des signes aussi qu'il y a dans nos rêves. Puis il y a une autre chose que, par rapport aux rêves, oui, il faut être à l'affût des rêves, à l'affût de la vision, mais il faut surtout y croire aux rêves. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voyais ça dans les communautés autochtones, les gens n'avaient plus de rêves. On disait, toi, tu es un Innu, un Atikamekw, un Anishinaabe, tu peux pas rêver. T'sais, on m'a déjà dit, quand j'étais à l'école, toi, tu es un sauvage, puis tu ne réussiras rien en vie parce que vous êtes bon à rien.
Fait on s'est fait dire que nos rêves n'étaient pas valables, que notre culture n'était pas valable. On nous fait dire plusieurs fois que parler de nous, c'était pas utile, que le savoir de mes ancêtres n'était pas utile. Fait que il faut juste y croire. Puis je vois souvent, à travers la violence, l'alcoolisme, la drogue qui inflige toutes nos communautés à travers le Québec, à travers le pays, à travers les nations. Il faut croire à ce rêve-là, il faut croire à cette lumière-là dans cette noirceur-là. Parce que la lumière, si on la suit, on va découvrir la beauté de notre beauté à nous, la beauté de nos communautés, la beauté de la nature. Puis il faut continuer, il faut persévérer. Même si c'est difficile, même si on a mal, il faut continuer. Comme mes grands-parents ont toujours continué sur le terrain. Et j'ai vu mes grands-parents parler qui ont tombé, qui ont eu mal, qui ont eu faim, mais ils ont toujours continué. Puis on a June aussi avec nous aujourd'hui. Puis je trouve ça important parce qu'elle aussi, c'est une Anishinaabe de la communauté qui s'implique vraiment beaucoup auprès de nos jeunes, de nos adolescents et des enfants. Elle est très impliquée même émotionnellement, physiquement, mentalement avec nos jeunes. Puis toi, June, parce que, tu sais, c'est elle aussi qui a préparé votre arrivée, justement, puis elle a travaillé fort. Fait que j'aimerais savoir un peu, ça l'a engendré quoi, tu sais, de rassembler tout le monde? Est-ce que toute la communauté a été, comment je dirais ça, tu sais, a bien accueilli? Puis, tu sais, vous avez dû monter des tipis, vous avez dû... puis elle travaille, ça fait une couple de jours, là. Elle en travaille une J'en suis sûr, je suis convaincu. Okay. Le tipi était déjà monté pour l'Assemblée. Il y a eu un feu sacré qui a été allumé au Lac-Simon, justement pour nos jeunes. Puis pour nos jeunes, pour toute notre communauté. Puis nous autres, on a eu à installer des tentes. Puis ça a été bien de l'ouvrage pour les hommes qui sont venus, les quelques hommes qui sont venus aider. Puis ça a été beaucoup de travail au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Puis, c'est de vouloir être là pour sa communauté, mais aussi accueillir des gens qui viennent de d'autres communautés. Puis, pour moi, c'est important de montrer que notre communauté, c'est une communauté très accueillante, puis qui sont aussi respectueux. Puis, de donner de la place aussi à les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui vont participer à cette marche-là. Puis d'aller marcher pour leurs rêves, mais aussi pour leur guérison. Puis moi, je me souviens de les premières fois que tu es venu donner des conférences ici au Lac-Simon. Je pense que c'était la dernière fois, j'étais étudiante, moi aussi. C'était moi qui étais étudiante. J'étais assis dans le gymnase, puis j'étais assis à t'écouter, puis j'ai trouvé ça très, très inspirant. Puis je me souviens encore de moi, mon rêve. Là. Puis moi, mon rêve, j'en avais comme quelques-uns. Là. Puis on vivait des grosses difficultés dans ce temps-là, les jeunes. On vivait une vague de suicides continus. Puis il y avait beaucoup de noirceur dans notre chemin. Puis ça a pris beaucoup de courage, puis beaucoup de prières aussi pour nous ramener dans la lumière. Puis c'est ça, quand la première fois m'a parlé des rêves, je ne savais même pas c'était quoi avoir des rêves, moi, quand j'étais adolescente. Fait que c'est là que c'est venu susciter la première fois d'avoir... C'est quoi, moi, mes rêves? C'est quoi je rêve? Fait que là, je rêvais que je voulais aller à Paris, en France. Je rêvais que je voulais finir mon secondaire 5. Je rêvais aussi que je voulais partir étudier dans une grande ville à Québec. Puis je voulais étudier aussi en travail social pour pouvoir moi aussi travailler en intervention. Puis quand j'ai fini graduer ici, je suis partie en voyage en fin de l'année. J'ai monté la Tour Eiffel. Puis j'ai aussi pu... Tu sais, là, dans les films, là, souvent, on voit des films que les jeunes, ils ouvrent une enveloppe, et félicitations, vous êtes acceptés. Ah oui, oui. Ça a été comme un moment très émouvant pour moi et ma famille, là, quand j'ai ouvert ma lettre et que j'étais acceptée dans un cégep qui était déjà contingenté, qu'on appelle, là. Il y avait beaucoup de demandes. Puis
Puis je rêvais aussi après de travailler dans le domaine de l'intervention. Puis plus tard, j'ai revu un de mes professeurs, puis il me dit, puis c'est quoi ton prochain rêve? Ben, je pense que ça va être de prendre ta place à l'école. Fait que me voilà cette année maintenant en train de travailler à l'école. Puis c'est un plaisir de te revoir parmi nous. Puis c'est important. Moi aussi, je véhicule beaucoup ce message-là parce que tu es venu le véhiculer la première fois, là, que c'est moi. Puis c'est un message que je continue à donner aux jeunes. Puis d'aller marcher aussi beaucoup en raquette. Nous autres, on a préparé les jeunes des bantons. Comme moi, je l'appelle les bantons spirituels. Puis souvent, les jeunes, ils vont marcher pour leur guérison, mais aussi de mettre la prière aussi dans leurs bantons, puis de marcher pour eux. Puis de se souvenir, comme tu dis, là, de leurs ancêtres, qu'ils autres aussi, ils ont vécu beaucoup de difficultés, leur famille, puis on continue à en vivre. Mais il faut pas, comme tu dis, il ne faut pas lâcher, il faut continuer d'avancer. Moi, je te félicite, puis d'avoir cru à tes rêves, puis tu vas amener d'autres personnes à suivre le chemin des rêves, que c'est possible, que... Puis Kichi Miigwech à la communauté aussi de nous avoir accueillis, parce que depuis 2 jours qu'on est ici, on est très bien accueillis, on se sent en sécurité, on se sent aimé. Les gens, hier, t'es venu, ton fils, hein? C'est ton fils qui danse? Oui. Ou ton petit-fils, je ne sais Mon plus. fils. Ton fils. Mais je Parce suis pas que- ta grand-mère. Puis danser, puis j'ai vu dans ses yeux la persévérance, il croit à ses rêves. J'en suis sûr, parce que je voyais ça dans ses gestes, quand il dansait pour nous, puis avec son frère, hein? C'est ton fils aussi, hein, le grand? Oui, Lucas de lunettes. Oui. Comment il s'appelle, non? Nolan. Nolan. En tout cas, moi, je disais à Nolan, c'était mon fils, je serais très fier de toi. Très, très fier de toi. Je vois dans ses yeux, je vois une lumière autour de Nolan. Puis je pense qu'il va aller loin, ton fils. Puis je pense que ça va être un leader. Puis je vais prier pour lui. Je vais marcher, puis je vais marcher, tu dis, Wastenomora, pour donner la lumière aux gens. Pour des jeunes Nolan, tu sais, puis il m'a dit qu'il y a eu des difficultés, qu'il s'est pris en main. Moi, ça me touche beaucoup, beaucoup. Puis je me vois en lui. Puis s'il se croit, il va se rendre loin. Puis il va lui aussi porter le bâton un jour, son bâton qu'il a. Puis il va danser pour donner la lumière. Mais good. Puis, Désolée, moi, je t'émotive. Moi, ça me touche ce que tu viens de dire. Fait que je suis un petit peu les yeux pleins d'eau parce que je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis j'aime ça, vous voir aller. Vous aussi, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans la communauté. Puis que je travaille avec ces ados-là que j'adore, que j'essaie de faire du mieux que je peux, de m'intégrer de plus en plus aussi dans la culture pour pouvoir mieux les accompagner en intervention, parce que moi, je suis pas enseignante, je suis travailleuse sociale. Puis je travaille de plus en plus avec June, donc j'ai appris justement, j'apprends de plus en plus avec elle. Tu sais. On dit souvent la blague que je suis sa stagiaire en culture. Ah oui. Puis j'aime ça quand même. Tu sais. Quoique des fois, je suis plus sa secrétaire, mais bon. Mais j'aime ça de voir tu sais, qu'il y a des gens qui réussissent à s'en sortir, qui réussissent à avoir des rêves, puis que, tu sais, moi, je crois en chacun de ces jeunes-là, même si eux ne croient pas en eux autres. Je le sais que moi, un jour, il y a quelqu'un qui me dit qu'il avait cru en moi, puis je veux être cette personne-là, même si ce serait un jeune que je vais avoir touché, puis qui va croire que c'est possible, ben je me dis que je vais avoir réussi. Puis c'est un peu ça, mon rêve, d'aider ces jeunes-là, tu sais, à pouvoir grandir, puis à pouvoir travailler dans leur communauté, puis à rebâtir, parce que c'est eux autres qui ne veulent pas la relève Oui. d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie à toutes les deux vraiment pour ça. Ouais, parce que vous êtes allés tous les deux, soit au cégep ou même à l'université, vous avez été plus loin, mais à l'école avec les allochtones, hein? Oui. C'est ça, fait que, tu sais, il n'y avait pas... Puis comment est-ce que vous vous êtes sentis intégrés? Parce que je le sais que nous, ici, on a beaucoup les jeunes, quand ils arrivent à l'école à Val-d'Or, mettons, quand ils veulent aller faire des études plus loin, c'est difficile parce qu'ils ont, je sais pas, je pense qu'ils sentent moins l'encadrement, ils se retrouvent tout seuls, tu sais, souvent, ils n'ont jamais quitté les communautés. Puis après ça, ils veulent faire des études. Fait que c'est difficile
pour eux. Fait qu'est-ce qu'on pourrait... Je vais laisser parler Joan en premier. Là, puis, Ouais. C'était très épeurant de sortir de la communauté pour aller étudier dans un cégep où il y avait juste des Allochtones. Il y avait une cohorte qui était ouverte à Wendake qui faisait du travail social. Puis, pourquoi tu n'es pas venu dans notre gang? Ben, c'était pas ça mon rêve. Mon rêve, c'était vraiment un cégep. Puis, puis moi, j'étais allée à Québec. Puis à Québec, on entend beaucoup les Inuits parler leur langue. On entend beaucoup les Atikamekw aussi parler leur langue. À Wendake, il y avait la possibilité de continuer à vivre notre culture. Puis c'est ça qui m'a beaucoup manqué durant mes années au cégep. Puis c'est justement aussi pour ça que je travaille très fort dans les écoles pour justement apporter le côté culturel, à côté de donner aussi une force spirituelle aussi à nos jeunes pour que quand ils vont partir de l'école à Miigwech, ben, ils vont développer beaucoup une fierté d'être Anishinaabe, de pouvoir aussi parler leur langue, puis de pouvoir dire, de pouvoir être fier de dire tout ce qui vient, puis qu'est-ce qu'ils ont appris aussi dans leurs études au secondaire, puis dans leur communauté aussi. Après ça, eux autres vont pouvoir leur transmettre justement dans le cégep, à l'université. Parce que c'est ça aussi qui vont leur permettre d'être forts dans leurs études, puis de poursuivre des études plus poussées. Là. Je me souviens la première année quand j'ai travaillé à l'école à Mekobe, et ma collègue il riait un petit peu de moi là, parce que il m'a dit « Comment tu trouves la génération actuelle, June? » Moi, je suis sûre qu'il va y avoir des docteurs là-dedans. oui. Puis c'est avant tout de croire, nous autres aussi, les membres du personnel, de croire en nos jeunes, de croire aussi qu'ils vont aller loin dans leur vie, puis qu'ils vont réaliser aussi des belles choses à leur tour dans leur vie. Puis, fait que ma collègue qui était... Fait que je pense que dans les jeunes qui sont ici, parce que les autres, c'était mes jeunes du primaire, là. Fait que là, ils ont grandi, ils sont rendus au secondaire, puis je continue à croire que oui, on va avoir des médecins, que oui, on va avoir peut-être un avocat, des avocats, puis c'est ça qui va nous rendre encore plus forts. Moi, pour revenir à l'école, moi, j'étais à l'école primaire à Pessamit. On parlait... j'ai appris à apprendre le français, mais je parlais pas parfaitement français. Puis au secondaire, il n'y a pas d'école secondaire à Pessamit à l'époque. Là. Aujourd'hui, il y a une école secondaire, puis il fallait que je quitte. Puis j'étais allé à Québec. J'avais 12 ans. Je partais avec ma grosse malle. J'étais allé dans une famille d'accueil à Wendake. Puis, je partais de ma forêt, mon chien, j'abandonnais mon chien, je partais de ma forêt. Moi, c'était c'était aller en forêt, aller en canot, pêcher, la chasse qui m'intéressait. J'ai trouvé ça tough. Puis quand je suis arrivé, moi, j'étais une famille assez pauvre, là, mais on manquait jamais de nourriture. On mangeait du castor tous les jours. Puis j'étais tanné du castor. Comme je me disais aux jeunes, quand j'avais du ballonné, des fois, là, c'était bon maudit, la nourriture civilisée. Là, puis fait que je suis arrivé à Québec, puis et j'ai subi le racisme tout de suite. On m'appelait Kawish, on m'appelait sauvage. On disait, toi, le sauvage, qu'est-ce que tu fais à l'école? Retourne dans ta réserve. T'es bon, vous êtes des bons à rien. Vous réussirez à... Ça vaut même pas la peine d'essayer. Vous êtes juste bon pour aller sur le chômage, de la bien-être, puis prendre de l'alcool, puis de la drogue. Moi, je me rappelle, je pleurais tous les soirs. Je retournais chez nous, puis je pleurais de retourner chez nous avec mes parents, puis me faire dire ça, je trouvais ça tough, puis j'ai dû me battre aussi. Parce qu'il y a des jeunes blancs qui me sautaient dessus. Ils disaient, tu sais, c'était un sauvage, puis j'étais tout seul. Les Wendat étaient dans leur gang, puis... fait que je pensais à ce que mon grand-père me disait, abandonne pas, continue, t'es capable, puis... mais j'avais juste envie de retourner chez nous, de retourner à Pessamit. Oui, c'est ça. Puis, fait que ça a été tough. Puis, ce blanc-là, j'ai dit, je vais prouver à ce blanc-là que c'est pas vrai que les Indiens sont pas bons, que les Autochtones sont pas bons. Puis, je vais prouver que je suis capable d'être aussi bon que lui, sinon meilleur. Puis, là, j'ai commencé à être bon à l'école tranquillement. Puis, j'ai commencé à jouer au hockey, jouer au football, puis m'impliquer. Puis, à la fin du secondaire, je suis devenu le deuxième meilleur étudiant de l'école.
Puis pourtant, je n'étais pas plus intelligent, mais c'était la persévérance. J'étudiais, j'avais de la facilité puis à comprendre, puis la résilience que j'ai. J'abandonne jamais. Puis quand on est dans le sport aussi, hein, ça l'aide aussi des fois à se créer un réseau, quand tu es bon aussi dans le sport. Oui, parce que aller dans le sport, si je prenais de la drogue ou de l'alcool, le lendemain, le coach n'était pas content. Puis il me disait ah ouais, 100 push-ups. Puis là, j'avais plus envie de prendre le coup la veille parce que 100 push-ups, là, au football, dans un trou de boîte, là, je disais non, je ne vais pas faire 100 push-ups, je vais être discipliné. Mais j'ai connu des moments difficiles, des moments j'étais délinquant. J'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool, j'ai vendu de la drogue, j'ai volé. Puis j'en parle aux jeunes, on est capable. C'est parce qu'on a été mauvais puis qu'on est capable de se réformer puis de prendre le bon chemin. Nécamelotte-Michcono, le chemin qui est bon. J'aurais pu rester dans le mauvais chemin puis je serais devenu délinquant en prison. Je serais peut-être même pas en vie aujourd'hui. Mais j'ai pris le bon chemin. Puis je remercie les gens qui se sont dressés dans mon chemin. Mes parents, ma mère qui m'a toujours dit « Continue. » Moi, je n'ai pas été à l'université parce que c'était interdit à l'époque. Les femmes, les Autochtones n'avaient pas le droit d'aller à l'université parce qu'il fallait qu'ils s'émancipent, il fallait qu'ils abandonnent leurs droits autochtones. C'était l'article 112 de la loi des Indiens. Puis ma mère... elle m'a dit « Continue ». Et mon grand-père m'a dit « Toi, tu es bon chasseur, mais je veux t'aller à l'école pour corriger, pour qu'on puisse revoir notre pays. » C'est encore comme ça aujourd'hui? Pardon? Vous n'avez pas besoin... Non, non c'est ça. Okay. C'est depuis 1965 que l'émancipation, l'article 112 a été retiré, mais on peut encore s'émanciper. Si je décide, je peux écrire au gouvernement fédéral, il va me donner de l'argent. Okay. Je ne sais pas c'est combien le montant aujourd'hui. Je pense que c'est 30 ou 40 000 $ puis on renonce à nos droits autochtones. Et tu vois, pour de l'argent, tu dis, OK, je vais-tu renoncer à mes droits autochtones pour... Non, moi, je vais adopter les Allochtones, là. Fait que là, je ne renoncerai pas à mes droits, moi. Tu as reçu un beau cadeau aussi. Oui, Archie a fait une belle rame pour que je puisse ramer sur la rivière de la vie. Oui. Puis, et j'adore faire du canot. Puis, je vais m'en servir. Je vais avoir peur de la briser. Fait que je vais peut-être aller juste dans des petites rivières qui n'ont pas de rapide pour ne pas la briser. Elle est trop belle. Je n'irai pas faire des rapides niveau 2, 3. Là. Je vais aller dans les petites rivières calmes avec la pagaie. Puis, je vais l'exposer dans mon salon pour démontrer l'amitié que j'ai avec la peuple Anishinaabe. Moi, ça fait au moins 5-6 fois que je viens à Lac-Simon, puis je dois dire, j'ai toujours été très bien accueilli. L'enthousiasme, l'hospitalité des gens de Lac-Simon. À chaque fois que j'y vais avec beaucoup de bonheur. La première fois que je suis venu, c'est en 1996. J'avais été nommé dans le programme des personnages modèles autochtones par le gouverneur général du Canada qui s'appelait Roméo Leblanc. J'avais même rencontré la reine d'Angleterre. Elle n'était pas juste sur les 1 piastre, puis je l'ai rencontrée en personne. Puis j'ai appris à parler en public. Il me donnait une formation pour dans le public parce que je parlais pas beaucoup en public. Puis la première fois que je suis venu ici, c'était en 1996. Puis une des professeurs qui est noire, là, Violette, ici? Elle se rappelait, elle était là. Oui, c'est ça. Moi, je pensais, je donnais 35 ans. Je dis, t'as sûrement pas 35 ans. À la fin de sa retraite, elle aussi. Puis là, elle m'a dit, t'as parlé de ton enfant, t'avais adopté. J'avais adopté ma première fille en Chine, à 96. Puis d'ailleurs, ma petite fille est de Chine. Quand je vais au magasin, à Bécomo, les gens, avec ma fille, l'autre a 24 ans, maintenant elle est en stage à Amos. Elle, je l'ai eue avec ma femme qui était blanche et plus pâle, pas mal plus pâle. Puis là, les gens disaient, ta première fille, elle te ressemble beaucoup. Ta deuxième, tu l'as adoptée dans quel pays? Puis c'est vrai que je vois des gens, des communautés, ils ressemblent à ma fille qui est chinoise. Là. Là, j'ai dit, c'est sûr qu'on vient de l'Asie, il n'y a aucun doute. Puis, mais le message que j'aimerais donner aux jeunes, puis que j'ai donné souvent à travers les années, j'ai été à prévention suicide à d'autres occasions. Ma marche en 2013, c'est le même, c'est de toujours croire à ses rêves. En 96,
quand je suis venu, on m'appelait le poster boy. J'avais des posters que je signais, puis j'avais pas connu la misère, tu sais, puis j'avais toujours peut-être pas un parcours parfait, mais semblant d'être parfait. Puis là, après avoir connu mes moments de doute, et la marche m'a permis de peut-être rendre possible le rêve. Parce que les gens me disaient, toi, Stanley, on ne peut pas faire comme toi. Tu as eu ton chemin parfait. On ne sera pas capable d'avoir ce chemin-là. Là, maintenant, quand je parle que j'ai eu des moments difficiles, que ce que j'ai subi au secondaire, au primaire, à l'université, les gens disent, oui, c'est possible pour moi. Je suis capable de faire comme Stanley, puis faire encore mieux. Puis, en parlant de médecin, tantôt, tu parlais de June, j'ai entendu parler qu'il y a une jeune Lac-Simon qui est rentrée dans le programme de médecine de Québec. À chaque année, maintenant, il y a 8 étudiants autochtones qui peuvent rentrer en médecine dans un programme spécifique, puis que j'ai aidé à créer quand je suis rentré en médecine. Puis, juste un peu mon bébé. Puis là, il y a 8 étudiants autochtones qui rentrent en médecine à chaque année. Puis... et un jour, on aura des médecins. Il y en a déjà à Kéliganzibi. Lac-Simon, il y en a une qui est rentrée. Je ne sais pas à quel niveau qu'elle est. Donc, oui, c'est possible de réaliser tous les rêves. Puis, ce serait plate de juste avoir des médecins. Fait que, vous faites d'autres rêves. Là, il y a beaucoup de chiens. Moi, je parlais des vétérinaires. Ce ne serait pas pire dans la communauté d'avoir un vétérinaire. Bien, beaucoup d'enseignants, je pense que c'est très important. Oui. Des intervenants sociaux. Puis le rêve d'être un bon parent, c'est un maudit bon rêve. Moi, j'ai... le job de parent, là, c'est la job la plus difficile. Moi, je suis parent de 4 enfants, puis malheureusement, j'ai pas été à la hauteur, je pense, souvent. J'ai failli à mon rôle de parent pour mes 2 plus jeunes. Maintenant, ma fille, la dernière, qui s'appelle Kamleskous, à 59 ans, je suis un peu vieux, là, mais je suis un meilleur papa parce que j'ai pas eu la chance de connaître l'amour puis de modèle. Tu sais, mes parents étaient brisés. Ils étaient brisés par le pensionnat, par l'environnement social, par l'alcool. Puis aujourd'hui, j'espère que les jeunes vont pouvoir avoir ce modèle-là. Puis j'espère que je vais pouvoir briser le cercle vicieux des pensionnats, le trauma transgénérationnel. Ma mère a tellement souffert que j'en ai souffert moi aussi. Puis 1 mois avant qu'elle meure, je l'ai souhaité de mourir. J'ai dit, t'es juste je dirais pas les mots, c'est innommable. Mais quand j'étais irrespectueux à ma mère, puis elle est morte au bout d'1 mois. Aujourd'hui, je m'en veux tellement. Puis elle n'a pas connu mes enfants. Et c'est pour ça de donner le nom de Kamleskous. Pour moi, c'est beaucoup un symbole que... je me suis réconcilié avec ma mère. Je l'aime, puis je l'aimerais tous les jours. Puis je suis déçu qu'elle n'ait pas connu mes enfants. Puis, mais je sais qu'elle a. Puis elle m'a pardonné. Elle m'a pardonné juste avant de mourir, 2 jours avant qu'elle meure, avec sa tête, parce qu'elle était paralysée par sa maladie. Elle avait une trachéostomie, elle ne pouvait pas parler. Elle pouvait parler avec ses yeux puis sa tête, puis elle m'avait pardonné. Mais... et ces moments-là, je pense qu'il y a beaucoup des Premières Nations qui le vivent. Puis de le partager, je pense que ça donne un espoir aux jeunes. Oui, tu peux avoir de la misère, mais tu peux t'en sortir. Crois, vois la petite lumière au bout du tunnel, puis ça va finir par devenir le jour. Moi, j'ai connu des périodes de ma vie que c'était un grand tunnel noir, froid. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait croire que la petite lumière au bout du tunnel deviendrait le jour. Aujourd'hui, je vis dans la pleine clarté et j'aimerais partager cette clarté-là avec d'autres personnes qui vivent des moments difficiles. Le suicide est à nos portes. Ça peut arriver à n'importe qui, au moment le plus inopportun. Puis, croyez à la vie. La vie, c'est le plus beau cadeau. La mort, comme je dis aux gens, moi, j'ai été témoin, la mort vient nous chercher. Dans le cancer, la maladie, je le vois tous les jours dans ma vie comme chirurgien, comme médecin. Fait que la mort, c'est pas un choix. Elle va venir nous chercher, mais la vie, c'est le choix le plus difficile, mais c'est le cadeau, c'est le choix qui va nous amener sur un autre chemin qui va rendre d'autres personnes heureuses, et pas la mort. Choisissez la vie. Et croyez à vos rêves. Miigwech. Miigwech.